Donc Alain Julien, nous sommes très heureux vraiment de t'accueillir pour présenter Joseph Libéré. Merci de ta confiance à notre égard. Et il est édité à la dernière goutte. Voilà. Et remercier François Mauger qui a la gentillesse d'animer cette rencontre. Je vous souhaite un bon moment tous ensemble. Merci. Voilà, j'aimerais commencer cette rencontre par une anecdote. Je me souviens de ma première rencontre avec Alain. Il est arrivé à la maison, il y avait 2 étages à monter. Sous un bras, il avait son casque de moto, et sous l'autre bras, il avait une pile comme ça de tapuscrits. C'était sa collection de textes de théâtre. Il a posé ça sur la table, il m'a dit « Je vous laisse ça à condition que vous lisiez, sinon je reprends tout. » Voilà, et puis alors maintenant vient de paraître le petit dernier, donc aux éditions La Dernière Goutte, Joseph Libéré. Peut-être, si tu permets, je voudrais commencer par lire la première page, qui me paraît assez formidable à tous les niveaux, vous allez voir. La nuit, tôt dans la nuit et toutes les nuits, les jappements, les cris et les plaintes fracassaient le silence de la villa pour s'élancer contre les murs de la chambre à un rythme soutenu du seul souffle de Joseph. Mais si le vent manquait à contrer la force de l'archipel sonore des syllabes, faut que je prenne le micro ? Ouais. Des syllabes massifiées les unes aux autres, si la chimère hurlante persistait parce que Joseph avait du mal à s'éveiller, alors le hurlement natif jaillit du lit pour fonder l'espace du premier étage, chassé par un deuxième, puis un troisième, qui se bousculait, se chevauchait, pressait de se libérer des murs, de s'épanouir à l'air libre, d'unifier leurs forces, à franchir les rideaux de tulle blanc appendus sous l'avant-toit de la terrasse, dont ils traversaient le calme lisse du dallage, grimper la rambarde de pierre et basculer dans la nuit pour enfin chuter vers l'océan, et là, ricocher sur les rochers en projectiles, nocturnes, solitaires, bientôt rattrapés par un autre cri et encore un autre, tous alors s'unifiant non plus en une chimère, mais une rafale de mots, de sombres vociférations qui n'éveillaient d'abord que les gens de passage logés dans les gîtes à quelques 20 ou 30 pas de la source hurlante, incapables de repérer l'attaque tonitruante, tant la terreur les égarait, éradiquer toute lucidité, les projeter hors du temps des humains, les sommant de se rassembler à eux-mêmes, ou bien encore de se recroqueviller, tout est perdu comme des enfants. Voilà, c'est la première page du bouquin, c'est une seule phrase. Alain est amoureux des mots, et pourtant, ce roman commence bizarrement, on comprendra pourquoi, hein, mais par la description d'une succession de cris monstrueux. Quelque chose d'avant, de l'ordre de l'indicible, une terreur primitive qui constitue d'avant la parole. Quelque chose de sauvage avant l'organisation du langage. Et donc, je l'ai dit au niveau de l'enchaînement, on lit cette phrase et on est à bout de souffle. On n'a pas de quoi reprendre sa respiration. Hein. Je crois que c'est une manière aussi, c'est une technique d'écrivain, hein, c'est-à-dire pour mettre le lecteur là dans un état très particulier. Alors, Joseph Libéré, tout à l'heure François disait que c'était une seule phrase. J'ai fait un peu comme Stravinsky au début, c'est-à-dire qu'en fait la phrase, elle était 2 fois plus longue. Elle allait jusqu'à en prime. Voilà, c'était 2 fois plus long. Et ça tenait le coup, j'ai toujours essayé de la lire d'un coup enfin à partir d'un seul souffle. Et puis finalement j'ai introduit une scansion là où j'étais essoufflé, donc j'ai raccourci la phrase. Je vais raconter un petit peu la manière dont Joseph est venu. Mon épouse et moi étions en vacances et j'écrivais à la Martinique. Et je travaillais
la documentation pour écrire des commandes de l'Ohara autour de Socrate. Et donc, bon, j'ai écrit ces pièces maintenant, elles sont faites. Enfin, on en a commandé une, et comme disait François, voilà. Il en a fait 3. J'en ai fait 3. Et puis, à côté de nous, à une trentaine de mètres, il y avait une villa dont le rez-de-chaussée était fermé par des baies vitrées. Et il y avait un vieux bonhomme qui était là, un Martiniquais, à côté d'une yole, d'un bateau, enfin, on va l'appeler la yole, et qui hurlait. De temps à autre, il gémissait et il hurlait. Et un samedi, nous on était arrivés un jeudi, et le samedi, on avait arrivé la famille, qui n'a pas salué du tout, qui lui a fait porter les bagages. Le gars devait avoir 60, 65 ans. Hein. Il se déplaçait avec difficulté, il est allé porter valise par valise. Et puis il leur a fait à manger, il les a servis. Et ils ont passé là le samedi soir. Lui, toutes les nuits, il gueulait. Et il allumait des lumières, c'est des moustiques un peu curieux. Là-bas, ils sont très contradictoires. C'est-à-dire que la lumière ne les attire pas, elle les chasse. Et d'ailleurs, notre logeuse s'était bien gardée d'avertir 2 touristes qui n'étaient pas loin non plus, ce qui fait que les touristes étaient sans cesse bouffés par les moustiques. Donc, ce monsieur était là, en train de hurler, et puis le dimanche, ben, ils ont continué à l'engueuler. Et lui courbait la tête, les saluant, les remerciant de bien leur donner à boire, etc. Et le dimanche, ils sont partis dans leur 4x4, monstrueux, 4. Et puis ils sont partis sans me saluer. Voilà. Et j'ai dit à Caroline, tu sais, j'étais avec Socrate, moi. J'ai dit, tu sais, je crois que je vais. Ça y est, ça va me bouffer ce truc-là. Et comme souvent, enfin, comme toujours, tout ce que j'écris est ancré dans le réel. C'est-à-dire que c'est pas que ça part d'un fait divers, c'est que c'est ancré dans le réel. Ça devient tôt ou tard. Alors bien sûr, quelquefois le texte est vraiment extrêmement réel, comme ça a été le cas pour le dernier contingent, mais celui qui est à venir va être 10 fois plus. Il est fini d'ailleurs. Et celui-là, ça va être du mal à éditer. Et pour changer. Et donc, il y a toujours cet ancrage hein, dans le réel. Alors bien sûr, il y a des prédécesseurs, hein, il y a des tas de gens qui ont fait ça. Hein. On a souvent pensé que, par exemple, que les romans de Beckett que Nabokov trouvait exquis étaient comme ça, au début. Quand on le lit très attentivement, c'est vraiment dans le réel. Toujours est-il que j'ai écrit ce texte. Alors j'ai écrit ce texte, et c'est le seul texte, où j'ai eu besoin d'aller chercher des feuilles A3 pour suivre la trajectoire que j'avais en écrivant. D'habitude, je fais aucun plan. Et pourtant, il n'est pas énorme. Hein. Il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus importants. Et après, je l'ai un petit peu recalé, bon, mais sans trop. Et voilà. Et finalement, ça a donné ce livre. Qui a été accepté par un éditeur de Strasbourg, puisqu'il a été refusé par mon éditeur, qui avait refusé. Voilà, il est vrai que bon, il y avait un tel changement avec ce que je faisais, mais enfin bon, c'est toujours pareil, depuis que j'écris, c'est toujours pareil, que ce soit des gros éditeurs, si je puis dire, ou des éditeurs célèbres ou pas, etc., c'est toujours pareil, c'est à chaque fois, ben non, le troisième ne va pas, donc il faut repartir avec la besace. Bref. Voilà l'histoire de Joseph, j'y reviendrai sûrement. Oui. Mais alors, on va commencer par les petits détails comme ça pour petit à petit construire. Il y a un autre des paradoxes, c'est le rapport à la langue justement. Alors, Joseph habite le quartier d'Arimathie. Alors, Joseph d'Arimathie, c'est celui qui a procédé à l'ensevelissement au funérailles du corps du Christ. C'est lui qui est allé chercher les conneries. Voilà. Alors, Joseph, son nom de famille, c'est Déogracias. Oui. Le journaliste qui va avoir une importance pour lui s'appelle Donadieu. Oui.
l'amour de sa vie, Évangéline. Autant dire que, enfin, la religion est omniprésente dans ce rapport, mais c'est courant, la Martinique, je ne sais pas. Quoi. Voilà. Et puis attends, il y a autre chose. Son père, il s'appelle Hippolyte. Hippolyte, dans la mythologie grecque, c'est le géant qui est le fils de la terre et du ciel. Hein. Andreas, c'est le petit garçon qui... C'est aussi un des noms du fils d'Achille. Oui, d'accord. Andreas, en grec, ça veut dire le grand homme. L'homme, et en fait, c'est un gamin dans l'histoire, mais qui va avoir une importance considérable pour lui. Son ami le facteur s'appelle Désiré, alors c'est un facteur qui s'appelle Désiré, ça ne s'entend pas. Et surtout, il y a cette phrase de vieux français qui arrive dans le délire qui accompagne les cris de Joseph. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, toute la culture du monde, la culture religieuse, mais aussi la culture universelle, c'était un rendez-vous, d'une certaine façon, dans la tête d'illettrés, alcooliques et apparemment athées. Et comme tout ça se passait malgré lui, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est une des premières forces de l'esclavage. D'ailleurs, je dis à un moment donné que quand sa mère meurt, il a une angoisse, mais personne ne dit que c'est une angoisse qui est liée à ça. C'est l'angoisse de l'enfant d'esclave. Et que de génération en génération, je ne sais pas si tu avais l'intention de lire le passage de la Pariade. Pas celui-là, mais un autre. Mais de génération en génération, quelque chose se transmet dans le langage, comme pour nous, hein, et duquel on n'en sort pas. Tout à l'heure, tu faisais allusion à ma pratique. J'avais inventé quelque chose qui a tiré d'affaire énormément de gens. Une méthode de travail qui s'appelle la skénothérapie et qui partait de l'idée que, j'ai écrit ça dans l'histoire d'aphorisme aussi, la pire des choses chez l'être humain, c'est de dire je suis quelqu'un qui... Parce qu'on se met à y croire. Donc Joseph, oui, alors, il y a une chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que Joseph est vendu par ses frères dans la Bible. Et qu'il est vendu comme esclave. Voilà, bon, c'était une petite allusion avec ça. Alors, l'arrière-plan quand même, subjectif, c'est que Évangéline, c'est une vieille chanson. C'est des petits clins d'œil pour moi, mais qui n'ont strictement aucune importance pour un lecteur, parce que ce livre peut être lu tel quel, comme dans le souterrain. Il n'y en a aucune importance. C'est simplement un petit truc que je ne pensais pas raconter, que je dis, que Évangéline, c'est une chanson acadienne, qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme, deux jeunes hommes qui vont se marier, et puis ils résistent à la déportation anglaise. Et à ce moment-là, comme ils résistent à la déportation anglaise, ils ne peuvent pas se marier. Et lui, il est viré à la guerre, et elle, elle est en errance, en essayant de soigner les blessés comme elle peut. Et puis un beau jour, après des années, elle n'a connu aucun homme, etc., elle le retrouve mourant, sans un bras, en n'ayant qu'un bras, et il meurt. Or, cette histoire d'Évangéline, je donne une des clés, mais ça ne me gêne pas du tout, cette histoire d'Évangéline, cette chanson, il y a une allusion qui est faite à cette chanson dans un film qui s'appelle Angel Heart. Avec Mickey Rourke. Cet homme part à la recherche de quelque chose dans ce film, et un beau jour, il finit par découvrir que l'horreur, le vampire, le terrible qui a vendu son âme au diable, c'est lui-même. Et il parle d'Évangéline. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. Joseph d'Arimathie, tout ça, c'est des clins d'œil un peu, des petites choses. Bien sûr, tu as tout à fait raison, il y a la culture, il porte tout ça en lui, sans le savoir. C'est ça qui est terrible. Et au moment donc, et d'ailleurs je le dis, à un moment où il va apprendre à lire, il va entrer dans l'enfer. Je suis absolument convaincu que la culture apporte l'enfer. En même temps, la libération. J'y viens, oui. Et en même temps, elle fait quitter un autre enfer.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la lucidité de la culture qui vient, plus on sait quelque chose, plus l'angoisse est forte. Mais en même temps, ce n'est pas la même catégorie d'angoisse que la personne qui est analphabète, qui ne sait pas lire. Mais c'est un colosse. Il faut pas oui. Donc la problématique de l'esclavage, puisque est absolument fondatrice dans le fonctionnement de Joseph, dans ses rapports avec sa mère, dans ses rapports avec ses demi-frères, puisque son père a quitté sa mère s'est suicidée, son père est allé habiter en France, il a fait 2 autres enfants, il l'a déshérité, c'est pour ça qu'il se retrouve une espèce de gardien de la maison paternelle, il s'est construit une cabane à côté, et il a pour mission de tenir la maison en ordre et d'entretenir le bateau pour le cas où les fils de ses demi-frères donc reviendraient, on passer des vacances. Voilà. Donc, déjà, cette situation familiale n'est pas spécialement brillante. On se rend compte que dans ses rapports avec les autres, c'est toujours très compliqué, qu'il est très marginalisé dans cette histoire. Et en même temps, on voit bien que le passé colonial a imprimé des codes sociaux, des comportements qui régissent évidemment la totalité des relations humaines dans l'île, des relations sociales, mais aussi, et culturelles, mais aussi des postures plus intimes, sexuelles par exemple. Et alors, à un moment, tu dis un truc que j'ai trouvé formidable, et lui, comme les autres, était encore et encore soumis à sa propre condition, comme un animal dont l'espace défini une fois pour toutes par ses maîtres se révèle de liberté pour la seule raison d'avoir été exploré, approprié. C'est le dessin de l'homme. C'est génial. Non, c'est un résumé je trouve vraiment étonnant. De toute façon, toi tu t'es toujours intéressé là, aux marginaux, aux malades, aux parias, aux exploités, à tous ceux que la société rejette, réprime, aux damnés de la terre, comme on disait autrefois, quand on croyait que le monde se divisait en deux. C'est une manière aussi de comprendre le monde en interrogeant ses marges, le fait de prendre ses partis pris. Là. On peut comprendre le monde que si on s'intéresse à ses marges. Oui, quand j'étais enfant, c'est-à-dire moi j'ai vécu des catastrophes, j'en ai vécu une très grande, qui était l'Exode, et des scènes terribles. Et à cette époque-là, j'avais 12 ans, et j'ai entendu parler d'une phrase. Il y avait 2 phrases qui avaient surgi, c'était « On que ne vit nul se dédie », qui est dans le roman, et l'autre phrase, c'était rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est la traduction de Marc Aurèle. J'ai mis longtemps à comprendre réellement cette phrase. Vraiment. La deuxième ou la première? La deuxième. Non pas que je n'avais pas perçu le sens immédiat, mais ce que disait Marc Aurèle, c'était pas. Ça m'était apparu au début, quand j'avais que 12 ans. Mon héros, c'était Spartacus, Hannibal. C'était qu'il y avait quelque chose de. Disons, ça me paraissait arrogant. Mais en fait, quelques temps après avoir écrit un très long poème sur la guerre d'Algérie, qui avait attiré l'attention d'une prof de français avant que je passe plusieurs fois en conseil de discipline, pour des choses graves quand même. Il y avait quelque chose de... J'ai fini par comprendre que ce qu'il disait, c'était qu'en tant qu'homme, rien des autres hommes ne pouvait lui être étranger. Et non pas qu'il connaissait tout ce qu'il y avait chez les autres. Quant à la phrase « On que le vigne se dédie », je l'ai réentendue une fois, dite par Robert Hirsch, dans un film où il joue le rôle d'un huissier. Et il attrape toujours la poignée d'un triporteur et il dit « On que le vigne se dédie ». C'est-à-dire, jamais on ne vit quelqu'un se dédire, manquer à sa parole. Voilà. Quand j'écris, tu le sais, ça, je ne construis pas, et c'est la main qui
qui dirige, et là, c'est cette phrase qui a dirigé tout le roman, c'est-à-dire pas moyen de se dédire, à rapprocher d'un aphorisme de ma part qui est être libre, c'est connaître son attache. Et le roman s'est bâti autour d'une conviction interne, bien évidemment, tu sais, c'est celle qui amène à la fable, hein, à quelque chose de cet ordre. Alors j'avais à l'esprit, pas en écrivant, mais j'avais à l'esprit une sorte d'ange tutélaire comme ça, qui m'avait beaucoup marqué tout petit, qui était Le vieil homme et la mer. Ça m'avait énormément marqué. J'ai revu le film récemment, il y a quelques mois, hein, ça m'a paru très mauvais. Mais à l'époque, il faut le resituer à l'époque, c'était quand même extraordinaire. Bon, je préfère de loin le texte d'Hemingway. Mais cela étant, tout ça est très serré comme épreuve. Hein. J'étais allé au cinéma, tout petit, voir un film qui m'a paru terrible et qui m'avait fait sortir en pleurant. J'avais fui le film. C'était L'adieu aux armes. J'avais fui le film. J'étais tout petit, j'avais 8 ans. Quelle idée d'avoir ce film quand on a 8 ans? Oui, bah, c'était la maman qui avait, non, la grand-mère de 3 ou 4, on n'avait pas d'argent en fait, parce qu'il y en avait un qui allait au cinéma, puis après on se réunissait autour des caniveaux, là, puis on se racontait des films. Parce que chacun ne pouvait aller qu'à une séance, on n'avait pas d'argent, rien du tout. Donc, c'était trop cher le cinéma. Et ça, cette grand-mère nous avait offert ça, tu penses bien qu'on a tous sauté sur l'occasion. Mais Les Dieux aux armes, c'était pas pour moi. Moi qui m'effondrais en larmes dès que j'entendais de la musique classique, alors là, je suis rentré, j'ai appelé ma mère. Voilà. Ce Joseph Libéré, il appartient à tout cet arrière-plan, bien sûr. Et je me suis laissé emporter, comme je le fais souvent, c'est pas la question, mais je n'avais pas d'idée. Je voulais écrire une fable sur l'auto-esclavage des hommes et des femmes, sur l'esclavage de la famille, qui pour moi n'existe pas. La famille, c'est qu'un dieu hasard biologique. Pour qu'il y ait famille, après, il faut le construire. Il y a plein de choses. C'est comme l'amour. L'amour, ça tombe pas du ciel, quoi. C'est pas... L'amour, ça se bâtit tous les jours. Il faut y aller, quoi. C'est pas comme aimer un enfant. C'est pas le même genre. Et ça, c'est quelque chose d'intense. L'esclavage humain est pour moi insupportable. Je me suis mis dans des situations extrêmement dommageables pour on va dire ma carrière ou pour des prises de position très très fermes en connaissant les dangers qu'il y avait là. Que ce soit d'ailleurs devant des marlous qui me menaçaient ou devant des pseudo-responsables administratifs. Voilà. Et donc, je dis pseudo-responsables parce que ces gens-là, une fois qu'ils ont des responsabilités administratives, ils parlent depuis leur topos. Il y a une fable comme ça entre le... Vous savez, le topos, c'est le lieu, hein, c'est le lieu où on est. Et il y a une fable comme ça, une fable latine, il y a un loup et un agneau qui est là-haut. Et l'agneau se fout de la gueule du loup. Le loup, il tombe là dans une sorte de canyon, il a faim, et il insulte le loup. Et le loup lui dit, c'est pas toi qui m'insulte, c'est ton topos. Voilà. C'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit à une place de pouvoir pour se mettre à croire qu'il a le pouvoir. Ça, c'est à être convaincu. Voilà, donc cet esclavage-là, quand j'ai vu ce bonhomme en Martinique, vraiment, voilà, c'est une manière d'écrire aussi des choses qui peuvent faire penser ou rêver. Bien sûr. Et alors, donc, évidemment, dans ce roman, comme dans tous les autres, comme souvent dans ton écriture, il y a des scènes extrêmement violentes, extrêmement crues. Et, miracle, il y a un chapitre ou deux d'une extrême tendresse. Sa rencontre avec ce petit garçon,
Andreas, il vient en vacances, il est avec ses parents sont des gros cons. Mais Andreas sympathise avec Joseph. Et Joseph va finir par l'adopter d'une certaine façon. Il l'amène en bateau sur une île, et là il joue au corsaire. Et tout d'un coup, et le gamin et Joseph deviennent des corsaires, donnent un nom à l'île qu'ils découvrent, etc. Enfin, c'est un jeu. Et alors, moi j'ai senti ça comme une manière pour Joseph de retrouver sa propre enfance, son âme d'enfant, plus exactement. Pas sa propre enfance, mais son âme d'enfant. Il commence à comprendre. Et c'est le premier pas de la liberté. Hein, oui, c'est le premier pas de la liberté. Puisque ce gamin, à la fin, sa dernière parole, c'est lui dire il faut que tu apprennes à lire. C'est ça. Le premier pas de la liberté, c'est d'abord d'être fidèle à ses désirs d'enfant. C'est dur à faire. C'est très difficile. Et tu disais, oui, c'est... Ah oui, alors, moi j'ai la plume très crue. Je voulais parler de tendresse, on va aller parler de crue. Non, j'y viens. Mais toujours il y a de la tendresse, toujours il y a des passages de tendresse. Donc qu'est-ce que je fais et là, Andreas, c'est important que tu soulignes ça parce qu'il y a autre chose à quoi tu me fais penser, c'est que ce roman, du point de vue comme ça de la moralité habituelle, on va dire qu'il est optimiste. D'habitude, tous mes personnages, au moment où ils ont conscience d'eux, ils perdent cette conscience. La trace subjective, dans mon historicité, c'est la dernière phrase de Martin Eden, de Jack London, et au moment où il eut conscience, au moment où il sut qu'il perdait conscience, il eut conscience qu'il mourrait, il l'a perdu. Il y a cette dernière phrase, vous savez, ce type qui plonge, il essaye de se noyer, il descend la première fois, il est obligé de remonter, parce qu'il y a le réflexe laryngé qui fait qu'il ne se noie pas, et il se force à descendre, au plus bas, au plus bas, au plus bas, pour ne plus avoir le temps de respirer. Et au moment où il est conscient qu'il mourrait, il a perdu. Ça a longtemps marqué, des choses comme ça, hein, très anciennes. Toujours est-il que Joseph Libéré, et il y a d'autres romans dans les tiroirs hein, qui sont optimistes, mais c'est le premier édité qui est, pour qui le héros, au moment où il a conscience de lui, à l'ouverture de la vie. Hein, il disparaît donc en tant que tel au champ des regards, il disparaît en tant que tel devant le visage des autres, il disparaît au regard des autres, il disparaît des insultes des autres, c'est toute la dernière phrase. Donc tu as forcément remarqué que la structure narrative est strictement la même que l'ouverture du roman. Que le premier chapitre. Ouais, et ça finit sur les hurlements des frères. Et ça finit sur les hurlements des frères cette fois-ci. Qui protestent, qui perdent de pied. Contre le fait que les flics aient été gentils avec lui, quoi, avec Joseph. Voilà. Et qu'il soit dans l'impunité. Et alors, dans ce qui est un livre qui n'est pas très épais, il y a énormément de... on va dire de chaque chapitre, il y a une séquence importante. Oui. Énormément de choses se passent dans ce livre. Autrement dit, c'est l'inverse de l'empoulement d'une phrase et qu'on déploie. C'est une quantité très grande de choses qui se passent, puisque ce livre, il couvre des années et des années. Hein. Il couvre une vie. Et en même temps, tout est lié, tout se tient. Et tout est lié, et alors il y a quelque chose qui, de mon point de vue, est emprunté au théâtre, c'est la construction dramaturgique. C'est-à-dire que on a les effets des situations avant d'avoir l'explication, avant d'avoir le pourquoi. Donc on est paumé, quoi, à des moments, enfin on n'est pas paumé, mais enfin je veux dire, on se demande qu'à un moment on le retrouve en prison, on ne sait pas pourquoi, voilà. Hein, et on va apprendre petit à petit pourquoi il est en prison. Et c'est quelque chose qui revient, c'est souvent dans la construction. Voilà. C'est vrai. Je l'ai simplifié. Oui. C'était plus tardiscoté que ça. C'est pas tardiscoté, tu vois. La conscience de ce qui s'est passé arrivait petit à petit dans la tête de Joseph, quoi.
et qu'il ne pouvait pas, à un moment il est submergé par quelque chose, et c'est petit à petit qu'il comprend ce qui s'est passé. Oui. Alors, par exemple, il refuse de parler créole. Ouais. Et, bien évidemment, c'est les Martiniquais qui vivent avec lui, j'en ai beaucoup parlé hein, de ça avec eux, les Martiniquais qui vivent avec lui ne comprennent pas. Et pourquoi tu ne veux pas parler créole? Il dit, je sais parler créole, c'est pas ça la question, mais je ne veux pas parler une langue qu'on a été obligé de fabriquer à cause de l'esclavage. Donc, et il y avait un très long passage que j'ai coupé où il disait, mais est-ce que tu sais toi ta langue? Tu la connais ta langue d'origine? De quel pays tu es? C'est quoi que tu parles hein, comme langue? Et puis ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Et il dit, mais le créole, c'est la langue des esclaves. Il ne faut plus parler créole. Parlez votre langue d'ancien, si vous voulez. Enfin, tout ça. Et puis, il n'est pas compris. Parce que, pourquoi ben parce qu'il ne sait pas lire. C'est un colosse. Vous savez, comme moi, en France, où je suis arrivé, c'était ça. On ne pouvait pas être costaud et intelligent. C'était pas possible. On ne pouvait pas être balèze et intelligent. On ne pouvait pas être le premier en sport et le premier en maths. Il y avait des trucs là. Et quand on était premier en maths, on ne pouvait pas être premier en français. Alors, tu vois qu'ils ont dû être déstabilisés quand même. Mais il y avait quelque chose qui pour moi était hallucinant. Je ne comprenais pas du tout, quoi. C'était pas mon pays, je ne comprenais pas. Et moi qui étais, comme tu disais, enfin, toujours un peu à la marge quand même, mais une marge dans laquelle j'ai toujours préféré parler avec un type qui arrose son maïs qu'à l'université. Je veux bien débattre à l'université, mais avec la vigueur du planteur de maïs. Mais je veux dire par là que Joseph vient figurer la nature. Et une nature qui ne renonce pas à elle-même au motif qu'elle va taquiner la culture. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un immense respect, c'est un homme qui est très respectueux des autres. Hein? Il est très respectueux, mais il est respectueux comme un homme qui connaît le poids du respect, c'est-à-dire qui sait que le respect impose à l'autre de le respecter. Et ça, c'est une lecture forte chez lui. Je me souviens, il y a très longtemps, j'avais un grand copain qui vivait à Dakar. Mais il était étudiant, donc il était là avec sa femme qui s'appelait, je pense qu'ils sont toujours vivants à Dakar, il a passé son agrégation d'anglais en France. Donc tous les deux étaient sénégalais, et sa femme s'appelait Philomène. Et je me souviens, ça me revient à l'esprit là. Et ce que je vous raconte, c'était il y a plus de 40 ans. Et il m'avait dit, il s'appelait Passing, il m'avait dit, tu sais, j'ai pas encore fini de payer Philomène. Mais on était en 1970. Et j'ai dit, tu achètes Philomène, et Philomène est parti d'un grand éclat de rire, en disant, mais s'il m'achète pas, il achète la tradition. Et ça m'est resté. Hein? Cette phrase faisait sortir des cases, sans jeu de mots d'ailleurs, faisait sortir là. Lui qui avait travaillé à la petite lampe à pétrole dans son petit village de Dakar, parce qu'il n'était pas à Dakar, hein, il était plutôt à côté, et il est Jean Bastinga, il était là, et il est devenu agrégé d'anglais. Je pense qu'il y a des images comme ça qui ont traîné dans l'écriture. Mais il était asservi. Et je lui disais, mes gens, ne reste pas poli avec des gens qui te parlent mal. Il n'y avait rien à faire. Il était poli. En 70, tu te souviens, c'est agité la fac. Hein? Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu des rapports qu'il a avec Évangéline aussi. Hein. Je veux dire, Évangéline, c'est donc la bibliothécaire, une bibliothécaire qui en même temps donne des cours d'alphabétisation à des enfants. Oui. Et elle accepte que Joseph vienne à ses cours et apprenne à lire. Donc c'est l'histoire du respect qui me fait penser, parce qu'il a un immense respect pour cette femme, d'abord qui est belle, qui est libre, qui n'a pas d'amoureux,
et qui sait, qui représente tout. La première chose qu'il lui demande, c'est de décoder cette phrase de vieux français, Oui. qui le dépasse. Donc il n'arrive même pas à se souvenir du début, la phrase, mais pas de la suite. Enfin, bon. Alors, petit à petit, une relation se construit entre eux et qui va mal finir. Parce qu'il est emporté, Joseph est emporté par quelque chose des sentiments qu'il a pour elle, du désir qu'il a pour elle, et il ne faut pas trop en dire, si ce n'est quand même quelque chose. Oui. Je vais vous lire un petit passage. C'est Nico. J'ai de l'orage. Alors, il est donc avec sa bibliothécaire, ils sont tous les deux seuls, et puis ça commence à chauffer un peu. Alors il dit, ne vous inquiétez pas comme ça, je ne vais pas vous violer. Alors elle a dit justement ce qu'il ne fallait pas dire, en tout cas à un homme chez qui on a perçu qu'il vous désirait. Elle a dit, on ne sait jamais. Et ça, un signal, c'était un ordre à l'envers, une invitation plus forte que de dire « baisez-moi ». Oui, oui, c'était une invite qui dirigeait mes doigts, qui serrait la bretelle à présent, des doigts commandés par quelqu'un en moi qui haussait la voix. Eh bien oui, vous avez raison, on ne sait jamais. Et cette femme dont j'avais rêvé, cette femme à qui jamais je n'avais pensé faire violence, à qui jamais je n'aurais désobéi si elle me l'avait interdit froidement ou bien fermement, cette femme, je l'ai maintenue de la main gauche en appui sur son ventre et j'ai libéré la bretelle en la déchirant. Cette femme dont j'écartais les cuisses d'un simple petit effort de ma cuisse gauche s'est laissée faire en silence, le regard fixe, et quand j'ai libéré son sein droit, j'ai vu apparaître un large mamelon marron clair que j'ai caressé. Là aussi, elle s'est laissée faire. J'ai baissé son cou, elle n'a pas bougé. Aucune réticence, aucune plainte. J'ai écarté le maillot, j'ai glissé la main sur la peau et ses poils, puis j'ai enfoncé mes doigts dans son sexe, elle n'a pas scié, rien, pas même grondé. D'un coup, j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais, tout ce que je voulais, pas parce qu'elle approuvait, pas parce qu'elle était d'accord, mais parce que je n'existais tout simplement pas. Je n'étais rien d'autre qu'un patron qui profitait d'une esclave, rien d'autre que rien. C'est un renversement, là. Ouais. Ah, il parle à Donadieu, là. Oui, C'est un long récit, il raconte ce qui est arrivé à un journaliste. En échange de quoi il aura une prothèse. Vous avez autre chose? Non, Je voulais... parce que c'est quand même, ça c'est quand même quelque chose de l'ordre de la conscience qui arrive là. Voilà. Ah oui, il a conscience de ce qu'il est parce que il lit ce qui se passe. Hein? C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il fait. Il n'y a pas d'écart. Juste un petit extrait avant que, si vous avez des questions. Donc, Joseph va apprendre à lire et il trace des lettres, hein, comme dans les poèmes vandales. Vous savez, les vandales écrivaient des poèmes en lettres comme ça, et ça suivait le texte. La ponctuation est venue très tard, ça suivait. Donc, le scripturaire, Joseph goba du scripturaire jusqu'à plus soif. L'écriture à l'anglaise, il n'en voulait pas, de la minuscule non plus. Il écrivait en script, comme l'avait fait Évangéline. Son cahier épuisé, il recouvrit toutes les planches de sa cabane de syllabes, de mots, comme un long poème vandale, une frise qui, de loin en loin, laissait apparaître le visage d'Évangéline, au pochoir, découpé à partir de photos prises sous le porche de la bibliothèque. Il grava aussi à l'intérieur de la cabane les paroles de la chanson d'Évangéline, une histoire de pauvre bougre d'Acadiens déportés par les Anglais. Elle devait se marier avec son Gabriel. Ils étaient séparés d'un coup par les Godames, embarqués au combat, le Gabriel. Elle partit en errance pour se consacrer aux malades, comme si elle portait une faute, cette pauvre fille,
Et puis voilà d'un coup qu'à la fin de sa vie et de la chanson, elle retrouvait son Gabriel, âgé, usé et mourant, qu'il reconnaissait à peine et lui meurt dans ses bras, lui à qui il n'en restait plus qu'un. Ça lui avait trotté dans la tête cette histoire au Joseph. Il s'appliqua à peindre les paroles sur la porte bleue du cabanon, puis photographia le tout. La nuit, il rêva d'Évangéline. Oh, tout juste une série d'images rapides, le haut des seins, les mollets, l'intérieur des cuisses qu'il avait une fois deviné au contre-jour, la chemise ouverte sur les seins. L'éjaculation s'imposa d'un coup, Joseph se redressa sur son matelas et, tremblant de froid, se précipita sous la douche. L'eau chaude embarqua la colle de sperme sur ses cuisses. Il put s'asseoir au fond de la baignoire, sabot, maculé de tartre, et resta là, hébété, attendant de se réchauffer d'un désir qui, à chaque sanglot, lui signifiait combien ce rêve n'était qu'un rêve dont le seul bénéfice fut une prostration de quelques jours. Il manqua ses cours 2 ou 3 fois, elle dirait 3, il dirait 2, puis revint tête basse comme un amoureux stupide à récipiscence. Yeux dans les yeux, elle déclara que tout le monde s'inquiétait, qu'on se demandait si ça allait, tout ce genre de choses. Il répondit qu'il avait eu un coup de pompe, ce qui lui fit rire bêtement. D'une moue pudique, elle expliqua qu'ils travaillaient tous ensemble depuis quelque temps et que l'on pouvait comprendre que cela rompait la vie d'un groupe lorsqu'il venait à manquer un élément. « Vous aussi, vous êtes un élément » demanda Joseph. Elle secoua la tête agacée. « Eh bien oui, comme tout un chacun, je suis un élément, qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Oui, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'il vous voulait dire ?» Il ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais il l'avait dit. Le regard appuyé, en reculant d'un pas, tout à trac, il montra les photos de son travail au cabanon, et Évangéline examina tout ça très sérieusement. Sans rien dire, elle reprit son cours. Il attendit, enfin les gosses passèrent devant lui. « Salut Joseph, salut Joseph !» Évangéline voulut voir cette cabane qu'il avait peinte. Ça l'intriguait. Elle avait un GPS dans la voiture, il suffisait de donner l'adresse. À ce moment, il comprit qu'elle voulait visiter le jour même. Tant pis pour le bazar, ils partirent chacun de leur côté. Il faut imaginer ce bonhomme comme une sorte d'emblème. Alors pourquoi un colosse? Parce que les colosses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont rarement considérés comme des gens qui en ont sous le capot. Et bien voilà, il y a un colosse qui en a sous le capot. Il est inhibé, il apprend à voler. Il est blessé, il se tient debout, droit. Et il avait une famille biologique, il la quitte. Il est libre. Si vous avez des petites questions, si vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais attendons les questions. C'est les questions, je rajouterai. Patrick, oui. Ce qui est troublant dans ce qu'on a exposé, c'est qu'en fait, j'ai fini la lecture de Martin Eden juste avant de prendre ton... Alors je me souviens bien de la fin, c'est au moment où il le suit, c'est ça de le savoir. C'est ça, oui. Mais en fait, quand tu en as parlé, là, tout d'un coup, j'en ai en perspective, il y a d'autres choses qui font écho à Martin Eden, dans la subversion de cet homme, son arrachement à sa langue, la rencontre avec cette femme. Mais bon, il y a des choses très différentes. Et alors, François a parlé de l'ouverture du livre. Ça me renvoie à la question du style, parce qu'en fait, au début, on a vraiment l'impression d'un plan séquence qui dure, on se balade, même si c'est avec des mots, évidemment. Mais après, je trouve qu'il y a des choses très différentes dans l'écriture, dans la façon d'aborder la langue. Dans les chapitres, ils étaient ils contenaient beaucoup de choses au niveau narratif, mais il y a aussi des différences au niveau stylistique. Et ça fait parfois un effet de collage, de montage. Donc, je voulais savoir ce que tu C'est le docteur en cinéma qui cause. Je voulais savoir ce que tu veux en penser de ça. Non, tu sais, moi je pense qu'il y a un tout, tu vois, c'est-à-dire que le style narratif est direct, il n'y a pas de fond et de forme, quoi. C'est-à-dire que le style, tu vois, le style narratif, il doit répondre systématiquement à l'émotion que je veux provoquer. Donc ça crée effectivement un effet de collage parfois. Oui, ça peut créer un effet de collage, oui. Mais si ça crée un effet de collage, on peut changer de mot, si tu veux bien. Ça peut créer un effet de perte aussi, un effet de rupture, un effet de césure. Et lui, il vit que ça, quoi. Hein. À un moment donné, quand il rencontre
la prostituée. C'est quelque chose quand même qui est très bref. Hein, toute l'histoire, elle tient en 4 pages, quoi, 5 pages. Alors que ça dure longtemps. Et puis, en même temps, pour l'ouverture du roman, la scène, comme tu dis, comme un plan séquence, c'est 4 pages aussi pour quelque chose qui est le temps du rêve. On pourrait très bien assimiler la structure, enfin les conditions narratives à un rêve, c'est-à-dire une dilatation temporelle. Mais C'est comme, en fait, c'est comme si il y avait une immersion à chaque chapitre. Alors. Oui, c'est ça. Oui, je préfère une immersion à chaque chapitre. Oui. Oui. Ce à quoi je tenais beaucoup, c'était à la... Tu sais, comme en poésie, comme les pantoumes, quand tu as un vers qui revient dans la structure du poème, ce à quoi je tenais beaucoup, c'était à ce que le début du livre et la fin aient rigoureusement la même structure, mais pas avec les mêmes mots. Et que ça laisse chez le lecteur le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il aurait envie de retourner au début pour vérifier et de relire le début. Comme une boucle. Ouais, comme une boucle, mais on va dire plutôt spirale, si tu veux bien, c'est-à-dire avec son décalage à chaque fois. Et ça, c'était important, ça. Ça me fait penser, dans l'allusion cinématographique, c'est cette règle pour les panoramiques. Il faut que le début et la fin soient bons. Après, au milieu, pour les panoramiques circulaires. Hein, pour le concours, la 111e page. Oui. Si la 111e page est très bien, alors, moi j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder. Parce que pour l'anniversaire de la page 111, ils m'ont demandé si je pouvais venir à Paris pour faire un speech, tout ça, et je ne pouvais pas aller à Paris. Donc avec Caroline, on a fait une vidéo. Je suis perdu dans l'espace. Ils m'ont oublié. et je leur dis, mais... Et j'explique pourquoi il y a eu le prix de la page 111. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va dans une librairie? On regarde la 4e. Vous lisez la page 111? Il faut regarder la 111. Regardez la 111. Il y en a qui achètent des livres que sur la 4e. Moi, j'achète jamais un livre sur la 4e. Je feuillette et je lis. Moi, j'ai lu toujours la première page. Voilà. Alors, il y a quand même un passage. C'est un héros, comme tu dis, c'est un géant, c'est un héros épique. En particulier lorsqu'il décide de couler l'Aïole. Ah ouais. Alors, ça c'est un moment absolument, pour moi, absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il se bagarre avec cette Yole qui ne veut pas couler, qui fait jamais comme il veut, quoi. Et j'ai pensé, mais très vite, à une corrida. Je ne sais pas si tu as eu cette idée, mais... Alors il commence à donner des coups, comme les banderilles sur le taureau. Hein. Après il donne un coup plus violent, il se fait mal. Alors ça se retourne contre lui, le cornade, après tu vois, il y a le picador qui arrive. Et finalement, il trimballe l'Aïole un peu partout, il veut l'amener à un endroit, l'Aïole ne veut pas, c'est comme un animal, quoi. Hein. Une femme. Et oui, et c'est la quélèfe. Là, les mots sont dits. Ouais, c'est la quélèfe du taureau qui choisit son lieu pour mourir, comme l'Aïole choisit son endroit pour être coulé. Exactement. Avec tous les attributs. Lorsqu'il s'éveilla, l'Aïole tressautait sur les vaguelettes qui la taquinaient, indifférente à la souffrance de la vieille barque. Elle a été ouverte. Elle gémissait face à Joseph, qui attendait assis, les mains sur les oreilles, que l'Atlantique gagne le fond de la coque, la happe dans sa gueule mouvante, sans forme et formidable, pour la noyer, l'enfoncer jusqu'aux parois basses de son estomac liquide, où la faune qu'il nourrissait viendrait jour par jour, mois par mois, année par année, la déchiqueter, la déliter, la déchirer, démembrer ses attaches, la désarticuler, puis opérer la magie catabolique, rendant aux atomes de son corps leur liberté. Mais l'Aïole luttait, têtu, obstiné. D'un coup le vent tourna et s'éloigna de l'agonie. Apaisé, l'Aïole cessa de gémir.
Les vaguelettes assoupies ne battaient plus ses flancs. La moitié du corps, déjà happé, lesté par le moteur, soulageait le torse et la tête de l'aïeul qui exhibait face au soleil sa poitrine luisante de l'eau complice. Joseph se redressa, empoigna la hache et descendit dans